Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et il est venu le temps de faire le bilan de la saga Alien. Alors attention à tous, cette vidéo va spoiler les différents épisodes Alien jusqu'à Alien Covenant, donc si vous n'avez vraiment pas vu, vous voulez pas en savoir plus, je vous invite à aller voir tous les films et à revenir sur cette vidéo plus tard. Donc Alien, saga culte, est fondamentalement unique, elle est quand même partie d'un petit film de SF assez minimaliste, certes très stylisé, mais finalement assez minimaliste, et on se retrouve 40 ans plus tard à avoir plus de 8 films qui traite de l'alien, et des jeux vidéo, des comic books, bref, tout un univers et une espèce d'empreinte colossale sur la pop culture. Et après toutes mes rétrocritiques et la vision d'Alien Covenant, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre à qui appartient une saga cinématographique. Comment on fait évoluer une saga cinématographique? Parce qu'une saga cinématographique comme Alien, c'est comme Star Wars, à la base, il n'y a pas de base. C'est un mec qui écrit un scénario, le film est tourné, Alien le 8e passager, et au fur et à mesure, on va construire un univers, mais à partir de rien d'autre que les idées des différents cinéastes qui vont réaliser les films d'après. Donc c'est assez intéressant de voir quelles sont les idées, comment elles ont été ajoutées les unes aux autres pour créer un univers, est-ce qu'il est cohérent ou pas, après 8 films. Toutes ces questions, je trouve assez intéressantes à se poser. Donc tout commence avec Ridley Scott et le scénario de Dan O'Bannon pour Alien le 8e passager. Et ce qui est super intéressant dans Alien le 8e passager, c'est qu'il pose toutes les bases de la mythologie d'Alien. Donc il va poser aussi bien la race des aliens, avec les œufs, les facehuggers, les chestbusters, l'alien. Donc ça c'est quand même le truc majoritaire qu'il va poser dans la saga. En plus de ça, il arrive à poser tout l'univers spatial, avec les cargos de l'espace, qui bossent pour une compagnie, le fait qu'il y ait des androïdes humanoïdes, le fait qu'il y ait des caissons de sommeil. Enfin, voilà, on a un espèce de concept de comment l'humanité a appréhendé l'espace, qui nous est fourni dans Alien le 8e passager. Et en plus de ça, il rajoute une race extraterrestre dont on ne saura presque rien avant un bon bout de temps, avec ce vaisseau extraterrestre et ce fameux Space Jockey. Quand on prend du recul sur Alien le 8e passager, on se rend compte à quel point il a déjà posé toutes les bases de la mythologie sans en faire aucune explication. Ça qui est génial dans ce film, c'est qu'on n'a aucune explication de rien. On ne sait pas d'où viennent les choses, on ne sait pas d'où viennent les aliens, qu'est-ce que c'est la compagnie. On est plongé dans ce monde, il n'y a pas d'explication, c'est quelque chose d'assez viscéral, et ça va être à la fois sa force, parce que en tant que film, il est magnifique pour ça, pour tout ce qui va suggérer, tout ce qui va laisser place à l'imaginaire, et sa faiblesse, parce que Ridley Scott va être déçu de comment sa mythologie va être prise par les autres réalisateurs qui viennent après, parce qu'en fait, lui-même, au final, n'a pas donné assez d'explications pour que les autres soient fidèles à la vision qu'il voulait. C'est assez contradictoire, et au final, je trouve ça passionnant à observer. Donc c'est avec très peu d'explications que James Cameron va se lancer dans la suite d'Alien, Aliens le retour, je crois qu'il s'appelle, et de manière très fidèle, il va prolonger l'univers avec les informations qu'on a dans le premier. Et c'est vrai que, il a cette idée qui va être probablement l'idée la plus polémique de la saga, qui est de mettre une reine alien pour expliquer la reproduction de ces aliens. Avec la volonté de Cameron de faire un film de guerre, le fait de mettre une reine alien, ça paraît totalement cohérent. La race alien devient une espèce de race comme des fourmis qui vont se reproduire grâce à une reine, donc on se retrouve à pouvoir avoir plein d'aliens qui se battent contre les Marines du 2, et justement, le fait de tuer la reine, ça laisse suggérer que la race ne peut plus se reproduire, et donc que théoriquement, ils vont finir par mourir sur cette planète. C'est une décision qui paraît totalement cohérente avec ce qu'on a vu dans le premier, et qui donne une vraie explication à comment ces œufs sont là, comment ça fonctionne. Ça donne une logique à l'alien que tout le monde peut comprendre, voilà, c'est des fourmis, c'est facile, c'est clair, c'est efficace, au moins là-dessus, on se pose plus beaucoup de questions. Et quand Cameron a eu cette idée, il ne trahit absolument pas la vision de Ridley Scott, parce que quand tu vois Alien le 8e passager dans sa version qui n'est pas encore la version Director's Cut, tu n'as aucun indice de comment les œufs sont arrivés, t'as vraiment aucun élément de réponse du tout. Donc Cameron, il a juste voulu construire sur ce qu'on voyait, et il s'est dit, ça c'est cohérent, c'est une bonne idée, je vais le faire. Le truc qui est rigolo, c'est que c'est pas du tout ce que Ridley Scott avait prévu à la base. Ridley Scott, il a déjà déclaré qu'il aimait pas du tout ce principe de la reine alien, qu'il trouvait que ça diminuait totalement l'impact de cette race alien, parce que pour lui, le système de reproduction des aliens est totalement différent. Pour lui, l'alien ne tue pas les gens, elle les capture, et donc elle les enferme dans cette espèce de matière dégueulasse, comme on va voir dans la version de Director's Cut, mais Cameron, il avait pas forcément accès à cette version-là, et en fait, cette matière finit par les transformer directement en eux. Donc, ce qui adviendrait qu'une seule alien dans un monde peut coloniser toute une planète toute seule. C'est déjà beaucoup plus effrayant qu'une race de fourmis, je trouve. Donc la question se pose, est-ce que l'intégration de la reine n'est pas une trahison par rapport à la vision qu'avait Scott dans le premier Alien? Ou est-ce que c'est de la faute de Scott, de pas avoir été assez explicite dans son premier film, et donc d'avoir laissé la porte ouverte à une évolution différente de ce que lui avait imaginé? On aura un conflit similaire dans le 3, qui, dès le début, tue les deux personnages de X et de Newt. Alors en plus, si vous allez dans la mythologie d'Alien, vous vous rendez compte qu'en fait, X, il est peut-être pas mort, parce que dans un jeu vidéo, il est libéré par une escouade de marines, c'est remplacé par un mec lambda. Je sais pas, c'est aussi intéressant de se poser la question de à quel moment on clôt l'univers, à quel moment on dit ça fait partie de la saga, ça en fait pas partie.
comment la mythologie se construit avec les produits dérivés, tout ça, on a un peu le même problème avec Star Wars, avec l'univers étendu, à quel moment les choses comptent et à quel moment les choses ne comptent pas. Mais bref, dans Alien 3, le début, 2 personnages très importants du 2 meurent, et ça, Cameron, il l'a super mal pris. Pour lui, on était en train de détruire une partie de la mythologie qu'il avait mis en place. Et que dire du 4 qui ressuscite le personnage de Ripley qui est décédé dans le 3, amenuisant fondamentalement la force émotionnelle de cette fin de cette trilogie Alien 1, 2, 3, pour relancer sur un film qui pose un peu problème aussi, parce que tu ressuscites un personnage, malgré le fait que c'est pas elle, c'est un clone, tout ça, en termes de mythologie, tu diminues l'impact de sa mort dans le 3, c'est évident. Parce qu'à la fin du 3, elle se sacrifie avec cette reine alien pour empêcher qu'il y ait d'autres aliens, et au début du 4, on se retrouve avec Ripley et des aliens, donc le 3 n'a servi à rien. Et que dire par exemple de Alien vs Predator, qui pour certains ne fait pas partie de l'univers Alien, pour d'autres, en fait partie, parce que c'est quand même Dan O'Bannon qui a créé le premier Alien vs Predator, qui a coécrit le scénario. Dan O'Bannon, c'est le créateur du premier scénario d'Alien, le 8e passager. Alors l'intérêt d'Alien vs Predator, c'est qu'ils reprennent la mythologie mise en place par le 1, 2, 3, 4, avec cette reine et tout ça, mais surtout, ça se passe dans un espèce de microcosme qui n'a pas grande influence sur les films qui viennent après. Le film se passe avant et n'a pas vraiment d'incidence. À part le fait qu'on a quand même Weyland, qui est dans le film, qui meurt, et le personnage va se retrouver dans Prometheus. Donc déjà, le fait que Ridley Scott arrive avec Prometheus, ça va foutre un peu le bordel dans la saga. Et c'est à partir de là que les questions deviennent vraiment passionnantes sur cette saga, c'est à partir de Prometheus, où donc Ridley Scott, réalisateur du premier Alien, décide de faire un film, Prometheus, qui va parler des origines d'Alien, qui se passe avant, un préquel, mais qui va aller chercher des réponses à des questions qu'il avait pu vite fait soulever dans Alien le 8e passager. Et forcément, la démarche est casse-gueule. La démarche d'aller expliquer des choses sur lesquelles les gens ont fantasmé pendant plus de 30 ans, c'est très casse-gueule. Donc le film démystifie cette fameuse question du Space Jockey. Alors on saura toujours pas comment ce Space Jockey-là est arrivé sur cette planète-là, avec des œufs aliens dans son vaisseau, mais en tout cas on en apprend plus sur cette race extraterrestre, qui est donc la race qui nous aurait créés. Et j'ai déjà parlé dans mes vidéos, le film fait polémique parce que beaucoup de gens le détestent à cause des personnages cons. Et depuis que j'ai vu Prometheus, j'ai beaucoup lu sur Ridley Scott, surtout après avoir vu Covenant, et je me mets à me rendre compte qu'en fait c'était totalement voulu que ces personnages soient aussi cons. Et on vient à ma question de base de à qui appartient une saga cinématographique? Qui a le droit de la faire évoluer? Et le truc, c'est que dans Alien, dans les premiers, les groupes de personnages sont des personnages forts. On s'attache aux humains, on a cette menace alien, et cette menace nous effraie. C'est un peu le principe des aliens, dans le 1, 2, 3, 4, même si le 4, je trouve que ça commence à être déjà un peu moins ça. On a Ripley qui va devenir le personnage principal, qui est intelligente, qui prend les bons choix, avec des personnages autour qui font pas forcément les mauvais choix, on a de l'empathie pour ces groupes qui vont être confrontés à cette créature indestructible, super forte, menaçante, qui tue de manière qui nous fait flipper, fondamentalement, on est avec ces humains. À partir de Prometheus et avec Alien Covenant, Ridley Scott, il veut proposer autre chose. Pour des raisons personnelles qui sont liées à la mort de son frère, Ridley Scott va se mettre à développer une certaine misanthropie dans ses films à partir de Prometheus. Une misanthropie, c'est-à-dire qu'il va plus aimer ses personnages humains. Il va en avoir pas rien à foutre, mais il va prendre un certain sadisme à ne pas les apprécier, à pas réussir à pas développer de l'empathie pour eux. Et quand tu regardes Prometheus et Alien Covenant, il y a totalement ça. Le personnage qui intéresse vraiment Ridley Scott, c'est pas les humains, c'est même plus l'alien, c'est David le cyborg. Donc David le cyborg devient la source de tout, et c'est un shift assez intéressant dans la saga Alien, parce que Alien Covenant se vend comme un alien, tout en étant majoritairement la suite directe de Prometheus, et les gens ont eu du mal avec ce film, majoritairement dans les commentaires, vous m'avez tous dit que vous n'avez pas aimé, parce que les gens essayaient de le calquer sur Alien le 8e passager. Mais Ridley Scott, il a plus du tout envie de faire Alien le 8e passager, il est passé à autre chose, il a voulu faire évoluer sa saga d'une autre manière, dans une autre direction. Il est dans un délire totalement un peu dark, un peu névrosé, froid, où il aime plus les humains, et ce qui l'intéresse, c'est ce personnage de David, c'est ce rapport à la création, et c'est des nouveaux thèmes, et c'est plus un film d'horreur, Alien, c'est plus un film de suspense, de tension, comme ça pouvait l'être Alien le 8e passager. Donc, est-ce que Ridley Scott, c'est la question, est en droit de faire évoluer la saga dans cette direction-là? Ou est-ce qu'une saga, ça appartient aux fans, et on a besoin de fournir aux fans ce que les fans sont en mesure d'attendre d'un épisode d'Alien? Moi, personnellement, vous avez vu ma critique, j'ai bien aimé Covenant. Pour moi, Ridley Scott propose quelque chose de rare dans le cinéma actuel, un vrai film d'auteur avec des thèmes que seul lui a envie de traiter, avec une manière de les traiter assez propre à lui, une espèce de misanthropie totale. Il déteste ses personnages, il les fait mourir dans des circonstances débiles, il les fait glisser sur des taches de sang, et le seul vrai personnage qui l'obsède et qui l'intéresse, c'est David, qui est un espèce de vilain, mais de vilain assez fascinant. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir dans un film comme ça, le personnage qui en devient le personnage principal, qui quand même gagne à la fin et tout ça, d'être une ordure,
un monstre, c'est clairement un méchant, mais c'est pas un méchant, l'air de dire ha ha ha, je suis le méchant, non. Ça devient la fascination première de Ridley Scott, c'est ce personnage-là. Et c'était absolument pas ce à quoi on pouvait s'attendre quand on voyait un film Alien. Beaucoup lui reprochent d'avoir trop montré l'Alien, alors déjà, je vous invite à regarder le film de Jean-Pierre Jeunet, parce que l'Alien, vous la voyez sous toutes les coutures dans le film de Jean-Pierre Jeunet, donc à partir de là, je pense que l'Alien était déjà démystifié, c'est-à-dire que, moi je comprends pas les gens qui disent, honnêtement, oui, faut plus montrer, moins tu montres l'Alien, plus c'est effrayant. Ça marchait avant, oui, ça marchait dans les années 78, 79, quand le film est sorti, ça a fonctionné, mais si le mec refait la même chose 40 ans après, il y a un problème, les choses ont évolué, c'est un ressort qui fonctionne plus de la même manière maintenant. Maintenant, la créature, elle a été vue, on sait à quoi ça ressemble, tu peux plus être effrayant que sur la manière de suggérer, ça ne fonctionne plus comme ça. Enfin, je pense que ça ne fonctionne plus comme ça en tout cas. Donc je comprends totalement qu'on n'aime pas Alien Covenant et qu'on soit déçu par le film, mais je vous invite à le revoir si un jour vous le revoyez, en vous mettant ça dans l'esprit. Dites-vous que les deux personnages qui intéressent réellement Ridley Scott dans ce film, c'est Walter et David. Les autres, c'est des débiles profonds, il s'en fout, pour lui c'est de la sourasse. Les humains, c'est des couillons qui sont trop engagés par leurs émotions, qui se font avoir par leurs émotions, qui sont pas capables d'être rationnels dans des moments où il faut l'être, de prendre les bonnes décisions pour les humains et la race faible de ces deux films, de Prometheus et de Alien Covenant. Et quand vous regardez le film avec cette grille de lecture-là, en vous disant que le vrai héros du film, bah, c'est David, de base, c'est David, et bah, regardez le film et vous voyez, le film raconte pas la même chose, le film ne s'apprécie pas de la même manière. Alors dans Alien Covenant, il donne pas vraiment sa réponse à la mythologie de la reine. On sait pas s'il y aura une reine ou pas dans sa nouvelle mythologie qu'il est en train de continuer. On sait pas comment il va rejoindre Alien le 8ème passager non plus. Mais voilà, c'est des questions qui restent en suspens. Je trouve qu'il a le mérite de pas réellement y répondre, donc il n'annule pas forcément les épisodes 2, 3, 4, avec cette histoire de reine et par conséquent Alien vs Predator, même s'il y a Weyland, donc de toute façon ces épisodes sont, quoi qu'il arrive, bancals dans cette mythologie. Mais voilà, c'est un concept intéressant d'essayer de comprendre comment on fait évoluer une saga cinématographique qui n'a pas de base, il n'y a rien d'autre que les auteurs qui s'enchaînent au fur et à mesure. Et donc, on doit accepter est-ce qu'on doit réellement accepter la vision de l'auteur qui a fourni des choses avant, sans jamais la remettre en question, mais il y a un moment, on arrive forcément à un mur. Il y a un moment, vous savez, ce jeu où vous devez dire un mot, votre collègue il dit un autre mot, et après on enchaîne, et ça doit faire une histoire, il y a un moment où l'histoire ne peut plus faire de sens, parce que les gens ajoutent des cases au fur et à mesure, et à un moment, on finit par tourner en rond, ça n'a ni queue ni tête. Alors, est-ce que l'important, dans ce cas-là, bah, c'est de dire stop, on reboot, donc on va faire un reboot, donc dans ce cas-là, on annule carrément tout ce qui a eu lieu avant, ou est-ce qu'on décide de faire un peu comme Ridley Scott, c'est là où moi je lui en tiens pas rigueur, parce que je trouve que vers là où il va, c'est assez intéressant, il part à l'origine, il repart en arrière, et il essaye de raconter avec plein de thèmes l'origine de certaines choses qui, pour le moment, ne trahissent pas vraiment ce que les autres ont mis en place après. On va voir, peut-être qu'à un moment il va dire non mais alors, bon la reine, en fait j'aime pas du tout, je vous l'annule. Pour le moment elle est pas réellement annulée, on sait pas encore comment, on se doute qu'il y a pas de reine, parce que David apparemment il a créé l'œuf en faisant des manipulations génétiques tout seul, peut-être qu'il y a une reine dans le tas, on le sait pas, et c'est encore assez mystérieux. Mais voilà, il a pas pris la décision de dire j'annule tout, il a essayé d'évoluer dans son coin, de proposer une origine totalement inattendue, imprévue, quelque chose qui ne coule pas de source vis-à-vis de ce qu'on voit après, sans totalement renier ce que les autres ont fait. Donc voilà, pour moi, au début, quand je sortais de Prometheus, je trouvais que c'était un peu irrespectueux, et au fur et à mesure, j'ai compris la démarche de Scott, et je la trouve pas forcément mauvaise, parce que il y a un moment où il faut faire des choix, il faut aller dans d'autres directions que ce qu'on attend, d'autres directions que ce qui a déjà été fait avant, et là, sur ces deux films, je trouve que Scott, le film a des défauts, les deux films ne sont absolument pas parfaits, mais il y a une vraie cohérence dans ce que Scott essaye de proposer, lui. Et ça, pour moi, c'est viable, quoi. En plus de ça, dans Alien Covenant, il y a tout un côté méta sur justement le rapport à la création et le fait que Scott est le créateur du premier Alien, et donc il doit expliquer comment ce mythe a été créé, il doit se mesurer à ce mythe-là, et on a ce personnage de David qui, justement, lui, est issu d'une création de l'humain, et qui va se mettre à créer l'alien. Enfin, vous voyez le parallèle, il y a une espèce de rapport à la création et à cette... Comment tu te mesures à ta propre création, en fait, et comment ta propre création, si tu te... Elle peut te détruire, et en fait, c'est ce Scott est en train d'expliquer avec son film, c'est que Alien l'a détruit dans le sens où, il a l'impression qu'il n'aura jamais pu faire mieux, tous ses films seront comparés à celui-là. Et c'est ce qu'il nous raconte dans ce film avec le personnage de David, c'est qu'à un moment, la création doit réussir à s'émanciper de son créateur pour réussir à créer de nouveau. Et réussir à peut-être créer un chef-d'œuvre comme David crée Alien, l'Alien, la créature qui est son chef-d'œuvre à lui. Le film est beaucoup plus complexe qu'on ne veut le croire.
Pour conclure, la saga Alien, elle est unique dans sa manière d'avoir été conçue et d'avoir évolué à travers le temps par la vision de différents créateurs, comme Ridley Scott, comme Cameron, comme David Fincher, comme Jean-Pierre Jeunet, comme Anderson, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est les initiales, je confonds toujours avec l'autre. Et dans tous ces gens qui se sont enchaînés, je pense qu'il n'y a personne qui détient la vérité, qui détient le droit de dire « j'ai raison, les autres ont tort ». Et donc quand Scott propose quelque chose, bah, faut au moins tenter de l'écouter avant de tout de suite lui cracher dessus en disant « c'est pas cohérent, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ça qu'on veut ». On a un cas similaire avec Star Wars, qui a eu une trilogie bien basée parce que Lucas avait l'idée, la prélogie pareil, et qui maintenant bah, va évoluer. On sait pas vers quoi, donc c'est assez intriguant, et je pense que le truc de Star Wars, c'est qu'il y a vraiment un studio derrière qui tient vraiment la saga et qui va lui offrir cette cohérence-là, là où dans Alien, c'est vrai que les créateurs successifs ont imposé leurs pattes en termes de création et ont développé cette mythologie, ce qui ne sera pas le cas de Star Wars. Je pense pas qu'un mec comme Rian Johnson va apporter lui-même sa patte à la mythologie Star Wars. C'est les studios qui ont tout bien planifié depuis le début. Lui, il va mettre sa patte visuelle, de mise en scène, mais dans la mythologie, je suis pas sûr que lui va faire des réels ajouts. Je sais pas, je suis pas dans le cœur du réacteur à ce niveau-là, mais je me pose la question. En tout cas, voilà, c'est une saga unique à observer. Moi, au final, je trouve que la saga est extraordinaire. Je les aime tous, finalement. Bon, sauf Alien vs Predator 2, que je trouve vraiment horrible parce que je vois rien, c'est trop sombre. Mais je les aime tous. Prometheus, j'ai apprécié, là, maintenant que j'ai appris plein de trucs sur Ridley Scott, sur la vie... On m'a offert une grille de lecture de Prometheus, c'est hyper intéressant, les grilles de lecture, qui m'a fait apprécier le film. C'est-à-dire que je vous ai fait ma rétro-critique, j'ai pas aimé, parce que les gens sont cons, machin. Mais quand t'as cette grille de lecture où tu te dis, les humains qui sont pas dignes d'aller rencontrer leur créateur, donc en fait, on va montrer à quel point ils sont cons, et à quel point ils sont indignes de rencontrer leur créateur. Le personnage de... C'est encore Tea Time Cinema, il y avait Max la Menace qui parlait de ça, qui le disait très très bien. Le personnage de Holloway, quand il dit ah mais vite, je vais ouvrir mes cadeaux de Noël », on dirait un gosse excité, c'est de la connerie, et c'est totalement volontaire, c'est de la connerie, c'est pas de la connerie pour faire... parce qu'il est... Enfin, parce que c'est de la caractérisation de personnage, c'est une décision de scénariste de le rendre con, et donc il faut comprendre pourquoi cette décision de scénariste. Et cette décision de scénariste, c'est l'air de dire on n'est pas digne de rencontrer nos créateurs, on est encore des gamins face à ces créateurs qui sont des adultes. Et donc un bébé ne dialogue pas avec un adulte. Ils n'ont pas les mêmes capacités de dialogue, c'est pas possible. Et nous, on est encore au stade du bébé dans Prometheus, et donc nos personnages agissent comme des débiles pour ça. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre plus, c'était ma vidéo sur bilan saga Alien, elle est un peu compliquée, je suis parti dans tous les sens, mais en tout cas ça m'intéresse de savoir, qu'est-ce que vous considérez que ça fait partie de la saga? Est-ce que les comic books font partie de la saga? Est-ce que Alien vs Predator fait partie de la saga? Est-ce que les jeux vidéo font partie de la saga? À quel moment tu dis stop à une saga? Qu'est-ce qui fait partie de l'univers? Comment on trouve des explications qui sont pas dans les films? Comment on arrive à avoir des théories qui sont affirmées, désaffirmées, parce que dans ce comics book ils disent ça, dans le jeu vidéo ils sauvent X, enfin il y a plein de trucs qui font que, à quel moment, dans une saga, on compte les choses ou on les compte pas, on dit stop.